Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. 8h41, Esprit Libre sur Radio Classique. Avec nous ce matin, Ruth Elkrief, éditorialiste politique. Bonjour Ruth. Et Nicolas Bétou. Bonjour. Le président fondateur du quotidien L'Opinion. Bonjour à tous les deux. C'est sa première allocution télévisée depuis le début de la guerre en Iran. Emmanuel Macron s'est adressé aux Français hier soir. Beaucoup de choses sont encore instables. Mais la France demeure une puissance qui protège les siens. Une puissance attachée à la paix, fiable, prévisible et déterminé. Le président qui a annoncé donc l'envoi d'un porte-avions, le Charles de Gaulle en Méditerranée, d'avions Rafale, de frégates à Chypre, de premier rapatriement de Français. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette prestation hier soir du chef de l'État, Nicolas Bétou? Écoutez, je dirais qu'il a mieux fini la semaine, si je prends une semaine, non pas calendaire, mais 7 jours, qu'il ne l'avait commencé. Il commence la semaine avec des premières réactions sur les frappes américaines et israéliennes, qui sont assez étranges, puisqu'il fait un pas de côté en disant on n'aime pas trop le régime iranien, mais après tout, même si c'est pas le droit international, admettons, il est très en retrait de ce qu'est la réalité, et petit à petit, il corrige cette position jusqu'à défendre le fait que, parce que l'Iran réagit et menace aussi quelques-uns de nos intérêts, il s'implique davantage. Il a toujours le même processus dans ses réactions. Toujours, il a une première réaction, il met assez longtemps d'ailleurs à réagir, et puis ensuite il corrige celle-ci. Rappelez-vous sur le Venezuela, alors c'était l'inverse, il avait dit en gros, c'est très bien, tant pis pour Maduro, que ce type soit éliminé, en tout cas de son régime, c'est parfait. Et puis après, il avait un peu corrigé en disant, oups, pardon, il y a aussi le droit international. Oui. Là, ça a été l'inverse, ça a été le droit international, oups, pardon, l'Iran est un très méchant. Donc, il avait mal commencé, et je trouve qu'il finit bien cette séquence avec 2 discours, l'un très important qui est celui sur la dissuasion nucléaire à l'île Longue, où il rappelle un principe intangible, c'est la décision appartient à un homme et à un homme seul, le président de la République, et elle ne se partage en aucun cas. Il y avait quelques inquiétudes du côté de l'opposition, en particulier à droite, sur le fait qu'il pouvait essayer de lâcher un petit peu le bouton nucléaire, si j'ose dire. Et puis, cette deuxième avancée, qui est ce qu'il appelle la dissuasion avancée, c'est-à-dire le fait d'embarquer avec nous des pays européens qui voudraient nous aider à prendre une décision, en tout cas évaluer avant la menace et essayer de s'en préoccuper. Et puis ce qu'il a fait hier, qui était plutôt pas mal balancé au sens où il était assez équilibré, donnant du pays une image assez pondérée. Je note aussi un avantage de son discours d'hier, c'est qu'il était court. 8 minutes, ça finit à 20h08. C'est court pour un discours important. En général, il aime bavarder. Là, il a parlé. En fait, c'est vrai que la France est quand même dans une situation un petit peu délicate. Je pense que Emmanuel Macron aurait tout à fait préféré être complètement en dehors de cette histoire. Et sa première réaction, comme l'a dit Nicolas, montrait qu'il souhaitait la fin de l'escalade. Il a même dit il faudrait que les négociations reprennent de bonne foi. Avec les Iraniens, on sait ce que ça veut dire la bonne foi. Et puis, de fait, la réaction iranienne, notamment contre nos alliés dans le Golfe, fait qu'il a été obligé de réagir et du coup d'être embarqué en quelque sorte. Je peux vous dire qu'il y a des relations discrètes avec le Pentagone, entre les responsables français et le Pentagone. Il y a non pas une forme de collaboration, mais en tout cas d'échange d'informations. D'ailleurs, il faudra noter que Trump, hier, quand il reçoit Merz, félicite Merz, tape sur l'Espagne, le chancelier allemand, tape sur l'Espagne, qui considère comme un mauvais garnement, et les Britanniques dont il exprime sa déception, il ne dit pas un mot sur la France et pas un mot sur Emmanuel Macron, ce qui est assez intéressant parce qu'en réalité, de fait, depuis 2-3 jours, les relations ont commencé en fait et les échanges d'informations ont commencé entre les différentes structures militaires et politiques. Et donc, ça y est, la France est embarqué, mais attention, sur une démarche défensive. Et en fait, Emmanuel Macron a dit aux Américains, nous n'attaquerons pas l'Iran, nous ne participerons pas à l'intervention offensive. Ce que les Américains ne demandent pas, au demeurant. Non, bien sûr, mais enfin, il a donné ces lignes rouges. En revanche, il a expliqué qu'il serait là pour défendre les intérêts français et les intérêts finalement, du commerce international aussi, parce qu'on est quand même
même dans une situation. Ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui est un peu une question, c'est que l'Iran réussit en quelque sorte sa stratégie de, pardon l'expression, de bordélisation de la situation. Ils sont en situation de faiblesse a priori, néanmoins ils ont une force avec les drones et les frappes sur les pays du Golfe de mettre l'économie mondiale en état d'urgence. Et on le voit avec la baisse des bourses, on le voit avec les inquiétudes sur le prix du pétrole, sur le prix du gaz. Et ça, c'est un gros problème. Et ça, c'est ce qui préoccupe évidemment tout le monde. Nicolas Bétou également, l'opération terrestre de Tsahal au Liban est une escalade dangereuse, une erreur stratégique. Il a d'abord condamné le Hezbollah. Il a condamné le Hezbollah. Enfin, pour la première fois. Mais disons qu'il a aussi donné un peu son point de vue sur tous les sujets. En même temps, c'est une façon de dire que, en effet, Israël n'est pas chez lui lorsqu'il attaque au Liban, et a fortiori lorsqu'il met des troupes au sol. Ce qui est vrai également, c'est que la stratégie d'Israël est de détruire les menaces qui sont à ses frontières, de la même manière qu'Israël a choisi de détruire la menace principale qui alimente celles qui sont à ses frontières, c'est-à-dire l'Iran. Et en fait, on s'interroge beaucoup sur le but de guerre, mais peut-être qu'on y viendra de Trump. À mon avis, il est limpide, mais peut-être on en parlera tout à l'heure. On l'évoquera juste après. Non, juste sur l'Iran, c'est vrai que c'est intéressant, parce que c'est la première fois. Jusqu'à présent, c'était très étonnant la position d'Emmanuel Macron, la protection. Vous vous souvenez qu'il était allé sur le port de Beyrouth après l'explosion et qu'il s'était présenté comme le sauveur de Liban. On mêlait complètement les pinceaux en parlant d'une force internationale pour essayer de régler le problème. Il avait été totalement ignoré d'ailleurs de la totalité de ses partenaires. Complètement. Mais là, hier, il a effectivement dit, comme par exemple l'Orient le Jour, le grand journal libanais, que le Hezbollah suicide le Liban en intervenant et en se ralliant aux Iraniens. Donc il a condamné le Hezbollah, mais il a aussi mis en garde contre une opération terrestre, effectivement, qui est très coûteuse. Nicolas. Puisqu'on parle du Liban, une mention pour souligner qu'il s'est produit quelque chose hier et avant-hier qui est absolument unique, qui est un retournement dans l'histoire du Liban. Le gouvernement légitime libanais, le gouvernement libanais a interdit au Hezbollah la possession d'armes et a ordonné le démantèlement et le désarmement de cette force paramilitaire qui est aujourd'hui même très affaiblie, probablement, d'après ce que disent les experts, plus puissante encore que l'armée libanaise. Mais cette façon de dire de la part du gouvernement, c'est-à-dire le représentant de l'état de droit, la force institutionnelle doit rester au gouvernement et le Hezbollah ne doit pas être armé, c'est un retournement absolument considérable dans la région. On a parlé de l'Iran, mais le Liban aussi peut bouger également les prochains jours, les prochaines semaines. Enfin, tout ça, ce qui est, si on a juste une seconde pour revenir un petit peu en arrière, tout ça démarre avec une erreur stratégique monstrueuse, à la fois glaçante parce qu'elle est terrible sur le plan humain et monstrueuse parce qu'elle a enchaîné tout ce qui se passe depuis cette date. C'est le 7 octobre 2023, lorsque le Hamas attaque Israël dans les conditions qu'on sait. Il entraîne tout le pays, tous les proxys iraniens et l'Iran dans une confrontation majeure avec Israël, et Israël profite, et Benjamin Netanyahu profite de cette agression monstrueuse, encore une fois, terroriste, pour commencer à régler le problème de ce qu'est la vie avec des gens dont le but est la disparition d'Israël. On l'avait évoqué il y a quelques instants, Donald Trump, les affaires sérieuses commencent aussi aux États-Unis même. Le président essaie de justifier son intervention, son opération en Iran, avec pertes et fracas quand même jusqu'ici. C'est le maillon faible. C'est le maillon faible. C'est le problème dans cette offensive qui a l'air d'être réglée comme du papier à musique dans les premières heures. Le maillon faible, c'est Trump, parce qu'il n'a fait aucune pédagogie de cette opération auprès des Américains, auprès de ses propres électeurs, auprès de son camp. Et là, il est en difficulté. Il multiplie les justifications, les contradictions, les manières de se mettre en avant. Bon, alors, et en même temps, il ne peut pas en sortir sans un résultat. Parce que sinon, il perdra beaucoup. Donc, il est dans cette difficulté dans laquelle il y a l'incompréhension d'une partie de ses propres électeurs auxquels il avait promis plus de guerre, jamais plus d'engagement à l'extérieur. Et en même temps, il ne peut pas reculer, me semble-t-il, parce qu'il apparaîtrait comme complètement affaibli et fragilisé. Donc là, c'est vraiment à surveiller de ce côté-là, c'est sûr.
Nicolas. Oui, je partage ce que vient de dire Routel Krief, avec un petit bémol, c'est que, au fond, la vérité pour Donald Trump n'a pas d'importance. La vérité, d'ailleurs, pour ses électeurs, n'a pas beaucoup d'importance. Et qu'il y ait plusieurs vérités alternatives, les siennes, celle de Marco Rubio, son patron des relations internationales, celle de son secrétaire à la Défense, au fond, n'est pas très important. Et si j'ose dire, à la fin de l'histoire, il y a un but de guerre et un seul, c'est, même s'il n'est pas exprimé comme ça, c'est quand même d'éliminer ce chancre terrible dans la paix mondiale qu'est le régime iranien. Le but de guerre... Rappelez-vous ce que disait Merz, le chancelier allemand, lors de la guerre dite des 12 jours. Il avait dit, au fond, peut-être c'est pas le droit international, mais ils font le sale boulot. Et le sale boulot, c'est, même dans des conditions terribles, des conditions de guerre, c'est d'éliminer un régime qui menace en permanence la paix mondiale. Et si seul ce but de guerre-là existe, et si seul ce but de guerre-là est atteint, avec en corollaire la possibilité pour le peuple iranien de rétablir quelques bribes, puis une vraie démocratie, alors ce sera un formidable succès. Oui, ce sera un service rendu au monde entier, c'est évident. Mais la question, il y a beaucoup de questions. Est-ce que ce sera possible? Est-ce que ce sera... Oui, il y a plein d'interrogations, mais ça fait 4 jours qu'on est en guerre. Bien sûr. Il faut qu'ils tiennent. Et en réalité, la question, et d'ailleurs la question que se posent les Français, dans les cercles dirigeants français et militaires français, c'est une des questions. Est-ce que Donald Trump va pouvoir tenir la distance dans cette opération, et est-ce qu'il ne va pas être intimidé par ses propres opposants internes, les démocrates qui sont très durs sur cette question, mais aussi une partie des MAGA, ceux qui sont les America First, et d'autres, comment il s'appelle, Tucker Carlson, Nick Fuentes et tout ça, donc ceux qui expriment un antisémitisme très virulent en disant que c'est Israël qui a obligé Trump à y aller, et que donc Israël est le responsable de la catastrophe entre guillemets. Donc tout ça, et ça bouge beaucoup dans l'opinion américaine et dans les cercles autour de Trump. Mais encore une fois, je crois que s'il s'arrêtait au milieu, ce serait la pire des défaites pour lui. Donc peut-être qu'il n'a pas le choix que celui d'avancer et d'aller au bout de cette opération avec beaucoup d'incertitudes quand même, oui. Nicolas. Beaucoup s'interrogent ou s'étonnent que le régime tienne malgré les bombes. On voit beaucoup de titres comme ça dans la presse et à la télévision. Je voudrais signaler un point qui m'a beaucoup frappé à la lecture d'un article qu'on a publié hier du Wall Street Journal. L'Iran se savait évidemment menacé, a été attaqué à plusieurs reprises et a mis en place ce qu'ils appellent une stratégie de la mosaïque. C'est-à-dire que chaque composante du système de contrôle dictatorial et de terreur de la population, que ce soit les gardiens de la Révolution, que ce soit les forces de contrôle à l'extérieur et tout ce qui est mis en place pour mailler le système, toutes ces composantes ont la possibilité et l'ordre de s'autonomiser dès que le chef au-dessus est éliminé. Et donc, dès qu'un chef est éliminé, tous ceux qui sont en dessus redeviennent leur propre chef et peuvent prendre des décisions, et ainsi de suite. Ceci pour dire que ce n'est pas en 4 jours, malgré les milliers de bombes et de cibles stratégiques, que le régime va tomber. Donc, il y a évidemment une forme d'impatience de nous, commentateurs, tranquillement installés dans un studio, de dire « mais où est le résultat ? On en veut tout de suite les preuves ». La réalité, c'est que le régime savait qu'il serait attaqué, probablement, est organisé pour cela. Il est vraisemblable qu'il est très affaibli, pas loin d'être détruit. Il faut encore être un peu patient. J'ajoute que et Trump et les militaires américains, ainsi que Netanyahou, bien sûr, disent qu'il y en a pour plusieurs semaines. Plusieurs semaines, au moins. Un mois et demi, ça fait partie des prévisions. Et on en terminera. Oui, minimum début avril ou mi-avril. Enfin, c'est les plans, ce sont les plans effectivement des militaires. Esprit libre avec nous ce matin, Routel Krief, éditorialiste politique, et Nicolas Bétou, président fondateur du quotidien L'Opinion. Merci à tous les deux d'être venus ce matin et rendez-vous mardi prochain. Belle semaine, 8h55. Dans un instant, le flash de 9h.